Comme vous le savez, la saison 3 de House of the Dragon est en train de sortir et aujourd'hui je me suis dit que ce serait bien qu'on explore un petit peu plus en détail les bestiaires qu'on va avoir dans tout l'univers de Game of Thrones, plus généralement toutes les régions de Westeros et au-delà du mur, au-delà des mers et des régions connues. On part donc aujourd'hui sur 8 créatures que vous ne connaissez certainement pas et que je vais donc vous présenter. Vous êtes prêts? C'est parti. Les manticores de la mer de Jade. Oubliez immédiatement la chimère de la mythologie terrestre, ce mélange de lions, d'hommes et de chauves-souris que l'on retrouve dans les bestiaires médiévaux européens, car à Westeros, et plus précisément sur le continent d'Essos, la manticore est une abomination biologique d'une toute autre nature. On parle là d'un insecte venimeux de la taille d'un chien, doté d'une carapace segmentée et d'un dard mortel. Pour nous, la manticore, c'est une créature mythologique qui nous vient de la Perse antique. Elle apparaît pour la première fois dans les écrits du médecin grec Ctésias, médecin de cour d'Artaxerès II. Il la décrit dans son Indica comme une créature native des terres exotiques de l'Empire perse. Elle est décrite comme un être rouge à visage humain, doté de 3 rangées de dents et d'une queue de scorpion. Et ce qui est super, c'est que Ctésias présentait ses récits comme des rapports factuels et pas comme des fables. Donc pour lui, finalement, quand il présentait quelque chose, c'était pas de l'ordre de la légende, et autant lui que ses lecteurs faisaient comme si ça existait vraiment. Et j'aime à croire que je fais un petit peu pareil avec mes vidéos. Ici on remet pas en cause l'existence des créatures, on en parle simplement. Pile l'Ancien de son côté au 1er siècle, ensuite repris et diffusé la description de Ctésias, et son texte est devenu une référence pour les autres auteurs du Moyen-Âge. La manticore a fini par être abondamment figurée dans les bestiaires médiévaux comme symbolique du mal. Au XIIIe siècle, c'est le franciscain Bartholomeus Angelicus qui la décrivait encore comme de tous les animaux du monde le plus cruel. Et George R.R. Martin a conservé le principal de cet héritage, en proposant une créature venue de l'Est lointain dont l'arme principale est un venin paralysant et dont la simple existence suffit à inspirer la terreur dans les cours occidentales. Ces créatures sont endémiques des îles emplies de jungles situées dans la mer de Jade au sud de Kars. Et comme vous le savez très bien, leur réputation n'est plus à faire dans les rangs des assassins et des empoisonneurs. Car effectivement, le venin de manticore est l'une des toxines les plus redoutées du monde connu. Il ne tue pas instantanément, mais prend son temps pour consumer. La victime endure une agonie lente, sa chair se nécrosant autour de la plaie, tandis que le poison se diffuse dans le sang, provoquant des hallucinations avant un arrêt cardiaque douloureux. Et on a eu un aperçu de leur dangerosité dans la série, notamment lors de la tentative d'assassinat sur Daenerys à Kars, où un agent des maîtres de la guerre a utilisé une manticore cachée dans un coffret, mais aussi pendant le duel entre Oberyn Martell et Gregor Clegane la Montagne. La lance d'Oberyn était enduite de ce venin, même si Oberyn, bon, à la fin de ce combat... Bref, le venin de la manticore a quand même remporté une sorte de victoire posthume, car son poison a lentement dévoré la montagne, le transformant en une sorte de créature monstrueuse après sa résurrection supposée à l'aide de Qyburn. Dans notre folklore, la manticore représente la peur de l'inconnu sauvage, et Westeros c'est plutôt l'incarnation de la trahison, la mort silencieuse qui vient de l'Est. Et c'est finalement devenu plus une arme qu'un simple animal. Les araignées de glace du grand hiver. Au-delà du mur, où la carte s'arrête et où le froid devient une entité vivante, les légendes parlent des araignées de glace. Vieille Nan, la conteuse attitrée de la maison Stark, est l'une des rares sources à décrire ces horreurs avec précision. Selon ses récits, transmis de génération en génération durant de longues nuits d'hiver, ces arachnides étaient aussi grands que des limiers, voire plus, et chassés en meute aux côtés des marcheurs blancs lors de la longue nuit il y a 8000 ans. La peur des araignées, vous le savez très bien, c'est une des peurs les plus répandues dans le monde moderne. Et les mythologies se sont amusées à amplifier encore cette peur en créant des créatures absolument gigantesques, le plus souvent associées aux ténèbres et à la mort. Et dans la tradition littéraire fantastique qui a le plus influencé Martin, c'est Tolkien qui a rendu la figure la plus puissante. Shelob. Elle fait partie des innombrables araignées géantes qui ont infesté la Terre du Milieu depuis le Premier Âge. Selon Tolkien, Shelob c'était la descendance d'une Golianthe, un esprit des ténèbres venu du vide extérieur qui a pris la forme d'une araignée géante. Ses origines profondes étaient incertaines, mais elle détestait la lumière et se nourrissait de ses progénitures et autres personnes s'aventurant près de son antre. Et contrairement à cette créature vivant dans les régions chaudes décrites par Tolkien, Martin lui a appris totalement l'opposé, avec des arachnides issus de la nuit et du givre des régions bien au-delà du nord du mur. Dans la série, leur existence reste ambiguë, évoquée brièvement par les sauvageons à Durlieu. Dans les livres cependant, la menace est bien plus palpable. Ces créatures ne sont pas de simples insectes, elles sont elles-mêmes de la glace vivante, leurs pattes crissant sur la neige gelée sans jamais s'effondrer. On y dit qu'elles tissent des toiles invisibles entre les arbres gelés de la terre des hivers éternels, des pièges capables de capturer non seulement des hommes, mais aussi des géants et des mammouths. Si les marcheurs blancs sont les généraux de l'armée des morts, eh bien les araignées des glaces en sont les éclaireurs et les bourreaux, les kraken. Le kraken, c'est le symbole officiel de la maison Greyjoy depuis des millénaires et il en orne même le blason. Pour les Ferney, le Kraken c'est pas un mythe, c'est une promesse de puissance et de terreur. Pourtant dans la chronologie récente de Westeros, aucune observation confirmée de ce céphalopode géant n'a été rapportée. Hormis les histoires racontées par Euron Greyjoy lors de son retour aux îles de Fer pour totalement tuer son frère et devenir roi à sa place, mais est-ce qu'on peut vraiment le prendre lui au sérieux ?
Alors évidemment, ça ne signifie pas que la créature a totalement disparu, et peut-être qu'elle s'est plus éloignée vers des contrées plus profondes, abyssales, que personne ne connaît. Nous, le Kraken, on le connaît principalement dans la mythologie nordique. Même si en réalité son nom n'apparaît jamais dans les sagas scandinaves, cette créature vient de Norvège. Mais c'est l'ouvrage de 1755 de l'évêque norvégien Erik Pontoppidan, qui s'appelle Natural History of Norway, qui a fourni la description pré-scientifique la plus détaillée du Kraken. Pontoppidan écrivait en tant qu'historien naturaliste, et pas en tant que folkloriste. Pourtant, il croyait le Kraken bien réel. Et c'est ce qui rend cette légende plutôt intéressante, voire même fascinante. C'est simplement qu'elle n'est pas totalement inventée. Il est très probable que sa légende ait pour origine l'observation de véritables calamars géants, dont la longueur a été estimée de 13 à 15 mètres. Ces animaux vivent normalement dans de grandes profondeurs, mais ont été repérés à la surface. Certains auteurs, comme le suédois Jacob Wallenberg, comparaient le Kraken à un des 3 monstres primordiaux bibliques, le Léviathan. Et je pense qu'il est inutile de chercher très loin pour se rendre compte que George R.R. Martin puise directement son inspiration dans cette mythologie viking. Les Fernés sont un peuple de voyageurs qui font des raids maritimes et dont l'identité entière est construite autour de la mer et de sa violence, et le Kraken en est l'expression ultime. Pour eux, le Kraken, c'est une incarnation du dieu noyé, capable de traîner des îles entières sous les flots. Mais on peut très bien aussi s'imaginer sans trop se tromper que Corlys Velaryon a dû en rencontrer dans sa jeunesse lors de ses voyages avec ses flottes pour découvrir des terres plus loin que personne n'a jamais été. Et qui sait, on va peut-être le voir dans la série animée qui est en cours de production sur les 9 voyages du Sea Snake, les chats de l'ombre des montagnes. Si les dragons sont la merveille qui fait rêver tout le monde et les marcheurs blancs l'horreur qui terrifie tout le monde, alors le chat de l'ombre, disons que c'est plutôt le prédateur ultime naturel présent dans les forêts de Westeros. Dans les dires des populations du Nord, on parlerait là d'un croisement impossible entre un tigre, un puma et un lynx, doté d'une fourrure noire comme la nuit et rayée de blanc, lui permettant de se fondre parfaitement dans les rochers enneigés et les forêts sombres. On pourrait le comparer au chat palu, ou Catpalug en gallois, qui est un chat monstrueux dont parlent les manuscrits médiévaux français rattachés à la légende arthurienne. Potentiellement issu de croyances celtiques, il est connu de la poésie arthurienne galloise dès les premiers textes. Et cette légende illustre une idée commune à de nombreuses cultures, un félin noir gigantesque comme une créature qui délimite le territoire habitable. Et dans l'univers de Westeros, on décrit le chat de l'ombre comme une créature qui vit exactement là où le monde des hommes s'arrête, dans les montagnes escarpées et les forêts du nord. Ces félins vivent principalement au nord du mur, mais on les trouve aussi dans les montagnes escarpées du nord des Riverlands et du Val d'Arin. Leur fourrure appelée peau d'ombre est très prisée pour sa capacité à isoler du froid extrême. Porter une peau de chat de l'ombre est signe de statut, de richesse, mais aussi de bravoure, parce que chasser cette bête, c'est quasiment s'exposer à la mort. Ils ne sont pas magiques, mais leur discrétion et leur férocité les rendent presque surnaturels. Ils attaquent sans un bruit, visant la gorge, et sont connus pour traquer leur proie sur des kilomètres entiers. Pour un voyageur imprudent dans les montagnes de la Lune ou les collines du Nord, le sifflement d'un chat de l'ombre est très certainement le dernier son qu'il entendra. D'où les inquiétudes de Tyrion et Catelyn Stark lors de leur visite dans le Val durant les événements du premier tome. Petite pause au milieu de la vidéo pour vous demander de liker, partager la vidéo, vous abonner et de la boost si vous la regardez sur un téléphone. Les licornes hirsutes de Skagos. Oui, les licornes existent bel et bien à Westeros, mais c'est peut-être pas les licornes que vous imaginez. Oubliez les créatures éthérées, blanches et scintillantes des contes de fées pour enfants. Ici, la licorne est une bête sauvage, robuste et probablement très dangereuse. La légende la plus persistante concerne l'île de Skagos, une terre sauvage rocheuse à l'est du nord dont les habitants sont considérés comme des cannibales par le reste des 7 royaumes. D'après l'historien Odell Shepard, la légende de la licorne occidentale est issue du mélange de la description de Ctesias, qui en a fait un animal féroce ne pouvant être chassé par des techniques conventionnelles. Ctesias décrit, sur la base de récits de voyageurs, des ânes sauvages aussi grands que des chevaux et portant une corne sur le devant de la tête. Selon lui, cette corne est utilisée par les habitants comme d'un récipient, ce qui correspond probablement au rhinocéros unicorne de l'Inde. Ces premiers récits historiques décrivent la licorne comme un animal féroce, rapide et impossible à capturer, avec évidemment une corne magique capable de guérir plein d'affections. Ce n'est qu'au Moyen-Âge, à travers les bestiaires chrétiens, que la licorne acquiert sa réputation de pureté et la légende de la Vierge capable de l'apprivoiser. Mais les premières licornes des bestiaires médiévaux ressemblaient rarement à un cheval blanc, mais plutôt à une chèvre, un mouton, une biche, voire même un chien, ou encore un serpent. Mais bon, comme d'habitude, les bestiaires d'époque, c'est assez aléatoire sur la forme que prennent les animaux. Et dites-vous qu'elles étaient même décrites comme ayant des couleurs variées, comme le bleu, le brun et l'ocre, avant que sa couleur blanche et la forme torsadée de sa corne ne se généralisent. Et là, on le voit très bien que George R.R. Martin s'est inspiré de la description de base historique de Ctesias de la licorne. Pour en revenir à Westeros, on dit que les anciens seigneurs de Skagos chevauchaient des licornes hirsutes au combat. Ces créatures seraient bien plus grandes que leurs homologues mythologiques
mythologique est doté d'une corne spirale capable de transpercer l'acier, ainsi que d'une fourrure épaisse pour résister au vent glacé de l'île. Alors du coup, loin de la créature magique, ici on gagne un animal impossible à dompter et dont la dangerosité n'est pas à prendre à la légère. Les vieux hommes du fleuve de la Rhoyne. Descendons maintenant enfin vers le sud, vers le continent d'Essos, et remontons le temps jusqu'à l'âge d'or de la civilisation des Rhoynards. Dans l'immense fleuve Rhoyne vivent les vieillards du fleuve. Il ne s'agit pas là d'hommes, mais d'une sorte de divinité mineure, prenant la forme de tortues gigantesques, dotées de cornes massives et d'une carapace si grande qu'elles peuvent transporter plusieurs humains. Chez nous, la tortue géante, c'est l'une des figures cosmogoniques les plus répandues dans les mythologies mondiales. Par exemple, selon la mythologie hindoue, le monde est porté par 4 éléphants, eux-mêmes portés par une tortue géante. Et ce qui est commun à toutes ces traditions, c'est l'idée que la tortue transcende le temps humain par sa longévité. Elle voit les empires naître et mourir. Et on en a même eu une itération récemment dans le monde des Pokémon à travers Terrapagos, dont l'histoire est développée tout au long de l'anime Pokémon Horizon et dont la quête des personnages principaux est de percer les mystères d'anciennes Pokéballs contenant des gardiens Pokémon datant de plusieurs centaines d'années, dont un Rayquaza Shiny, et tous semblent liés d'une manière ou d'une autre à Terrapagos. Et pour une fois, George R.R. Martin s'est pas trop éloigné des inspirations de base et reprend un petit peu ces éléments mythologiques pour ces vieillards du fleuve. Pour le peuple Rhoynard, ces créatures étaient sacrées. Il les considérait comme les épouses de Mère Rhoyne, leur divinité fluviale. Les vieillards du fleuve n'étaient pas de simples animaux, mais des gardiens, des oracles et des membres à part entière de leur société. Cependant, la tragédie de cette espèce est liée à la chute des Rhoynards, à travers l'une des guerres dévastatrices contre Valyria, qui a commencé précisément lorsque des seigneurs dragons valyriens ont tué l'un de ces vieillards par arrogance. Un sacrilège qui a déclenché la colère de Nymeria et qui a mené à l'exode de tout un peuple vers Dorne. Du coup, actuellement, entre guillemets, chaque vieillard qui nage encore dans la Rhoyne est une sorte de monument vivant à protéger à tout prix, et qui est très certainement un rescapé de la tyrannie du feu valyrien, les dragons des mers. Ici on a une entrée un petit peu plus courte, je vous préviens. Si les dragons de feu ont forgé l'histoire récente de Westeros telle qu'on la connaît, eh bien les dragons des mers sont plutôt des dragons extrêmement anciens de l'âge des mythes. Selon les archives de la citadelle, aucune observation fiable n'a été rapportée depuis des millénaires. Pourtant leur existence est ancrée dans la culture des Fernés, notamment à travers la légende de Naga. Naga n'était pas un simple monstre marin, c'était le premier dragon des mers, une créature colossale capable de se nourrir de baleines entières et de léviathans, et dont les écumes provoquaient des tempêtes. Selon le mythe, le roi gris, le premier roi des îles de fer, a tué Naga lors de l'âge des héros et a utilisé ses os immenses pour construire sa grande salle et sculpter son trône. Contrairement aux dragons de Valyria qui crachent du feu, les dragons de mer maîtrisaient les océans, pouvant plonger à des profondeurs insondables. Mais on peut quand même se poser la question, dans un monde où les dragons de feu sont revenus grâce à Daenerys du Typhon, on pourrait peut-être parier sur un retour prochain des dragons des mers, les dragons de glace de la mer grelottante. Enfin, on va aborder la créature la plus mystérieuse et la plus terrifiante de toutes, et celle que j'aime particulièrement le plus, donc c'est pour ça qu'elle est en dernier, le dragon de glace. Alors attention, c'est pas simplement un dragon normal qui vit par hasard dans la glace, ce serait trop simple. Et encore moins la version glacée de Viserion après que le roi de la nuit les... Bref, réveillez pas des traumas. Selon les contes de la vieille Nan, encore une fois, et les récits des peuples du Grand Nord, les dragons de glace sont constitués de glace vivante. Leurs écailles sont de la glace transparente et dure comme de l'acier. Leur sang est un fluide glacé et leur souffle n'est pas du feu, mais un vent arctique capable de geler instantanément tout ce qu'ils touchent. On dit qu'ils sont nettement plus grands que les dragons valyriens et qu'ils vivent dans la grande mer grelottante, ces étendues inexplorées au nord d'Essos et à l'est de Westeros, là où aucune carte n'a jamais été dressée. Dans la mythologie nordique, la figure la plus proche du dragon des glaces est Nidhugg, qui est un dragon ou un serpent gigantesque qui vit sous la 3e racine de l'arbre-monde Yggdrasil, dans les tréfonds obscurs du royaume de Niflheim. Et il est mentionné dans les 2 textes fondateurs que beaucoup d'historiens utilisent encore aujourd'hui, l'Edda poétique et l'Edda en prose. Il incarne les forces du chaos associées à Niflheim, le monde de la glace primordiale. Nidhugg détruit par érosion lente et froide en rongeant les racines même du monde. Et c'est une différence fondamentale que Martin a, semble-t-il, voulu intégrer dans son histoire en mettant en opposition le feu et la glace évidemment. Il a même publié en 1980 une nouvelle intitulée The Ice Dragon, mettant en scène un dragon dont le souffle gèle tout ce qui touche. Mais il a lui-même démenti tout lien canonique avec son univers de Westeros, parce qu'à l'époque ça n'existait pas encore. George R.R. Martin a toujours joué sur la dualité entre le feu et la glace. Si le feu est revenu avec Daenerys, la glace pourrait bien révéler ses propres dragons lors du grand conflit à venir. Tout du moins, on l'espère quand même, en tout cas que ça arrivera avant qu'ils partent pour un autre monde. Parce qu'à mon sens, ce serait incroyable que justement on ait cette contradiction entre les dragons de feu et les dragons des glaces, et que l'apparition des dragons des glaces, qu'on croit, pareil, disparus, on croit que c'est des mythes, eh bien ils se révèlent être plus puissants que les rois de la nuit et une menace bien plus inquiétante.
je pense que ça pourrait être genre vraiment trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Bref, c'est la fin de cette vidéo sur les créatures que vous ne connaissiez pas de l'univers de Westeros, et j'espère que ça vous a plu. J'ai fait en sorte quand même d'intégrer les origines de notre monde, de ce qui a inspiré George R.R. Martin, donc dites-moi si je l'ai bien fait, si vous avez aimé ce format, et dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, j'espère que vous allez liker, vous abonner et partager. Et n'oubliez pas, si vous regardez sur vos téléphones, vous pouvez booster la vidéo.